Bonjour, bienvenue à Histoire de passer le temps. Pour la saison estivale, nous vous proposons d'écouter les différents panels du colloque Jean-Marie Fecteau, édition 2021. On vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet à choc.ca et sur la plupart de vos plateformes de balado-diffusion préférées. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le panel Occupation et territorialité, gestion de l'espace et des populations du collège Jean-Marie Fecteau, édition 2021. Donc, en premier, on aura Julien Lehoux qui fait sa maîtrise à l'UQAM en muséologie. Ensuite, on a Meshach Iliézé Mbani de l'Université Marian Mugabe au Congo. Et on a Émy Bois à la maîtrise en histoire à l'Université Laval. Donc voilà, la parole maintenant à Julien Lehoux, notre premier panéliste. Bon, ben merci. Bonjour à tous, puis merci au comité d'organisation du colloque pour avoir travaillé sur cette édition-là. Merci vraiment pour tout le beau travail que vous avez fait. Ma présentation aujourd'hui est basée sur le 3e chapitre de mon mémoire de maîtrise en histoire que j'ai terminé la session passée et fait directement suite à ma présentation de l'année passée. Donc, pour faire un bref récapitulatif, mon sujet traite des politiques canadiennes visant à faire rapatrier 6 citoyens mis en internement à Hong Kong après la victoire des Japonais en décembre 1941. Donc, l'année passée, durant ma présentation, j'expliquais la façon dont le camp de Stanley, où les civils canadiens sont mis en internement, était fondamentalement coupé du reste du monde. Et à la conclusion des informations qu'on a ramassées au courant de l'année 1942, le gouvernement canadien va réaliser que la situation à Hong Kong est beaucoup plus dramatique qu'ils anticipaient. La population civile canadienne n'est pas seulement mise en internement, on va se rendre compte qu'elle est réellement en danger, tandis que les conditions du camp sont pitoyables et que les gardes japonais vont être ouvertement hostiles envers les détenus. Donc, le gouvernement canadien va commencer à chercher un moyen de rapatrier ces citoyens prisonniers à Stanley Camp le plus vite possible. Ma problématique se lit comme suit. Quelle est la place du Canada dans les négociations quant au second échange des prisonniers de guerre? En fait, ce que j'argumente, c'est que le gouvernement canadien est avant tout un acteur d'arrière-plan qui ne fait suivre que le cours des négociations animées par les initiatives de l'un de ses alliés. Donc, d'abord par la Grande-Bretagne et ensuite par les États-Unis. Dès le début de l'occupation japonaise à Hong Kong, la Grande-Bretagne et les États-Unis vont entreprendre ensemble des discussions avec Tokyo quant à un possible échange de prisonniers de guerre. Et ainsi, durant les premiers mois, le Canada va laisser son allié traditionnel, la Grande-Bretagne, à le représenter diplomatiquement dans les discussions avec le Japon. Pour le Canada, l'avantage est certain, la Grande-Bretagne détient beaucoup plus de poids diplomatique et de moyens aussi pour négocier avec le Japon. En revanche, au fil du temps, la coopération des États-Unis et de la Grande-Bretagne va s'effriter et les deux puissances vont préférer conduire séparément les discussions avec le Japon. À cet effet, sans l'influence nécessaire pour attirer l'attention du Japon, le Canada va être obligé à choisir entre deux, comme je mentionnais, la Grande-Bretagne et les États-Unis, pour le représenter et mener à bien le rapatriement de ses citoyens internés à Stanley Camp. Ainsi, dans un premier temps, lorsqu'il se repose diplomatiquement sur la Grande-Bretagne, on va remarquer que le Canada va suivre les négociations beaucoup plus en retrait, sans pour autant rester complètement inactif. En effet, lorsque la Grande-Bretagne va à l'encontre des intérêts des internés canadiens, Ottawa réoriente rapidement sa politique afin de pouvoir se joindre aux négociations menées par les États-Unis. Et sur un deuxième temps, on va noter un changement dans l'attitude du gouvernement canadien alors qu'il prend un rôle beaucoup plus actif dans le cadre des négociations. Donc, comme je l'ai mentionné, le Canada est une puissance mineure dont les actions sur le plan international vont être définies en grande partie par la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et naturellement, à l'orée de la guerre, le Canada n'est pas considéré comme un acteur diplomatique important sur le front asiatique. En 1940, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et les États-Unis, les 3 puissances coloniales principales en Asie, vont commencer à formuler une stratégie diplomatique et militaire quant à une guerre potentielle contre le Japon. Donc, à partir d'octobre de la même année, ces 3 pays-là vont organiser une série de rencontres à Singapour, à Londres et une dernière à Washington. À l'annonce de ces rencontres, le Canada va déclarer d'emblée de jeu qu'il va se ranger derrière la Grande-Bretagne en cas d'agression japonaise sur ses colonies en Asie. Cependant, il n'est pas particulièrement interpellé durant les discussions. Et c'est sans mentionner que son invitation va se faire sur un second temps, après que le Canada va protester à la Grande-Bretagne de ne pas avoir été invité. En revanche, la participation du Canada dans ces rencontres va être très marginale. On va remarquer à Singapour, le représentant canadien va arriver des jours après la fin de cette rencontre-là. À Londres, les États-Unis ne vont pas demander l'avis des Dominions et vont préférer discuter directement avec la Grande-Bretagne.
Et à Washington, le Canada va être présent, mais on va se rendre compte rapidement que les États-Unis vont délaisser le front asiatique et vont plutôt se concentrer sur le front européen, ça va être la politique du Gemelli Force. De même, le Canada va s'engager à protéger la côte nord-américaine du Pacifique en signe de solidarité militaire avec la Grande-Bretagne et les États-Unis. Mais le gouvernement canadien va admettre, et là j'ouvre les guillemets, The defense against Japan in the North Pacific Ocean falls wholly to the United States. Donc, pour le premier ministre Mackenzie King, il va être important de montrer à la population canadienne que son gouvernement va agir en solidarité avec l'Empire britannique plutôt qu'avec les États-Unis. Et la participation canadienne sur le plan militaire et diplomatique va ainsi être plutôt symbolique, tandis que le gouvernement va tenter de démontrer son utilité pour le Commonwealth sur une question qu'il juge sincèrement préoccupante. Je vais encore citer le journal intime de Mackenzie King, en fait. I regard our attitude toward Japan as the most important of all the matters to be considered since war itself began. De fait, lorsqu'en novembre 1941, le gouvernement canadien va envoyer quelques 2000 soldats à Hong Kong en prévision d'une attaque japonaise, celui-ci va le faire de son choix personnel, de sorte à prouver sa fidélité à la Grande-Bretagne. La fidélité du Canada vis-à-vis de la Grande-Bretagne et du Commonwealth ne va pas changer durant les premiers mois de la guerre. Et la perspective du gouvernement King ne va pas non plus changer au lendemain de la chute de Hong Kong. Donc, lorsque Tokyo et Washington vont débuter les négociations en vue d'un échange de prisonniers de guerre, Ottawa va être rapidement invité par les États-Unis à faire partie des discussions dès le début. Ce n'est pas une offre qui est exclusive. On va remarquer aussi qu'il y aura beaucoup de pays d'Amérique latine qui vont être aussi invités à se joindre aux États-Unis dans leurs négociations avec le Japon. En fait, pour expliquer un peu ce réseau de négociations, ça va être les États-Unis et la Grande-Bretagne qui vont d'abord s'associer conjointement pour mener les négociations avec le Japon. À eux deux, il y aura plusieurs États alliés et neutres qui vont être représentés par eux. Donc oui, le Canada, les pays d'Amérique latine, mais aussi l'Australie, la Nouvelle-Zélande et d'autres petits dominions en Océanie. Cependant, on va remarquer évidemment des tendances idéologiques parmi les États. Très naturellement, les pays du Commonwealth vont plutôt s'associer avec la Grande-Bretagne et les pays d'Amérique latine beaucoup plus avec les États-Unis. De fait, quand le Canada va décider de se joindre aux États-Unis, c'est principalement pour des raisons pratiques. En effet, le gouvernement ne s'est pas engagé à faire beaucoup de choses. Dans les faits, Ottawa a simplement accepté de partager avec les États-Unis toute information pertinente qui favoriserait l'échange de prisonniers. Ainsi, bien que les États-Unis représentent officiellement le Canada dès janvier 1942, dans les faits, Ottawa collabore plutôt avec la Grande-Bretagne. Au début de la guerre, il est alors important pour le gouvernement britannique de ne pas contredire Washington dans les discussions avec Tokyo. En effet, les États-Unis détiennent plus de 110 000 Issei et Nisei, dans le fond des Japonais de première et deuxième génération, sur son territoire. En d'autres mots, en fait, Washington est celui qui a la plus grosse source de monnaie d'échange pour négocier avec le Japon dans le cadre des échanges. De plus, Londres croit que faire front commun avec les États-Unis durant les négociations permettrait de faire pression sur le Japon et d'obtenir de meilleurs résultats. Donc, lors des premières discussions avec les États-Unis, le Japon va accepter de procéder à un échange qui concerne seulement les prisonniers détenus dans l'archipel nippon, en Chine occupée et en Mandchourie, donc Hong Kong inclus. Toutefois, la Grande-Bretagne va insister pour que les territoires d'Asie du Sud-Est, donc par exemple l'Indochine française ou les Philippines, fassent aussi partie des échanges. En effet, selon Londres, ce sont des zones où les internés britanniques souffrent le plus des mauvaises conditions des camps, du climat et des mauvais traitements de la part des officiers japonais. Cependant, cette demande de Londres va devenir un point de contention important avec les États-Unis. Donc, le gouvernement britannique va être convaincu d'inclure ces territoires pour vraiment augmenter leur poids de négociation avec le Japon et en se disant que le Japon n'aurait pas le choix d'accepter ces demandes. Mais les négociations avec le Japon vont tergiverser et en mai 1942, Londres annonce à Washington qu'il ne serait pas prêt à procéder à un échange avec le rapatriement de ces civils internes en Asie seulement qu'en août. Les États-Unis vont répondre en réponse qu'ils sont déjà prêts pour un échange et qu'ils ne souhaitent pas attendre aussi longtemps. Aucune concession va être faite et quelques jours plus tard, la collaboration se termine complètement. Washington et Londres vont s'arranger alors pour négocier le rapatriement de leurs citoyens de manière séparée. Ainsi, le premier échange de prisonniers va se faire en juin 1942 avec seulement les États-Unis. Pendant ce temps, de janvier à juin 1942, le Canada va surtout suivre des indications de la Grande-Bretagne. Mais considérant que le gros des internés canadiens d'Asie se trouve en Hong Kong et que la Grande-Bretagne ne se saisit peu de cette zone, le Canada va surtout se concentrer à ramasser des informations. Donc, durant ces 6 premiers mois, toutefois, Ottawa va limiter ses communications avec le Japon. Il va plutôt faire échanger avec Londres les quelques bribes d'informations qu'ils amassent. J'avais mentionné dans ma présentation l'année passée, mais après le rapatriement des Américains en juin 1942, il y a eu un lot d'informations importants qui va sortir de Hong Kong et qui va décrire naturellement les conditions pitoyables du camp. Donc, couplé avec les rapports contradictoires de la Croix-Rouge qui vont sortir durant les prochains mois, le Canada va commencer à s'alarmer réellement sur la situation à Hong Kong. En septembre 1942, un mois après son estimation, la Grande-Bretagne va réussir à organiser son premier échange de prisonniers avec le Japon.
Les termes vont être globalement similaires à ceux négociés par les États-Unis. Au total, 1800 Japonais détenus à Bornéo, en Australie et en Nouvelle-Calédonie sont échangés contre un nombre équivalent de citoyens britanniques et australiens internés en Asie du Sud-Est. À la suite de ce premier succès, la Grande-Bretagne va commencer immédiatement les négociations en vue d'un deuxième échange. Toutefois, on va remarquer des dissensions au sein des dominions qui vont survenir. Après avoir fourni plus de 800 détenus japonais pour le premier échange, l'Australie va se plaindre de ne pas avoir pu rapatrier un nombre équivalent de ses citoyens. Donc, pour 800 Japonais, de ne pas pu faire ramener 800 Australiens. En effet, sur 1800 rapatriés, il y a eu seulement 63 qui sont des citoyens australiens, le reste étant des nationalités britanniques. C'est une mauvaise surprise pour le gouvernement australien, alors qu'il anticipe un échange égal au nombre de détenus japonais qu'il a fourni. L'Australie va considérer cet échange comme injuste et favorisant principalement les intérêts du Japon et la Grande-Bretagne. Londres va essayer de rattraper la situation, puis va répondre que les échanges concernent l'ensemble des citoyens du Commonwealth et que la nationalité des internés ne soit pas prise en compte lors du choix des personnes à rapatrier. Mais malgré ces explications, Canberra accepte mal leur raisonnement. Au même moment, de juin à septembre 1942, à un moment où les informations sortent massivement de Hong Kong, le Canada va prioriser le rapatriement de ses citoyens le plus vite possible. Mais les politiques de la Grande-Bretagne vis-à-vis le rapatriement des internés font comprendre à Ottawa que le Canada n'a vraiment aucun intérêt à se joindre à son allié traditionnel dans le cadre des échanges. Premièrement, celui-ci semble surtout préoccupé à faire rapatrier ses propres citoyens détenus en Asie du Sud-Est. De fait, Hong Kong reste toujours une cible secondaire pour la Grande-Bretagne. Deuxièmement, si la Grande-Bretagne a réussi un premier rapatriement, c'est grâce aux dominions qui ont fourni leurs propres internés japonais pour faire cet échange. Donc, ces dominions-là se retrouvent dans une situation doublement défavorable car ils ont perdu leur monnaie d'échange principale et que leurs citoyens restent toujours internés en Asie. Ainsi, lorsqu'au début de la guerre du Pacifique, le Canada doit choisir quel allié diplomatique il devrait suivre pour conduire la négociation avec le Japon, le choix lui paraît évident. La position des États-Unis semble correspondre mieux aux objectifs poursuivis par Ottawa. Dans le cadre des négociations, chaque belligérant est jumelé avec un pays neutre, en concordance aux accords de Genève de 1929. Ce pays neutre prend ici en charge la représentation diplomatique de l'un des pays ennemis et devient une puissance protectrice. Dès le début de la guerre, c'est la Suisse qui va représenter les États-Unis grâce à son consulat à Tokyo. La Suisse va aussi représenter le Commonwealth, donc la Grande-Bretagne et le Canada. Quant au Japon, ça va être l'Espagne qui va représenter. Donc, le Canada et les États-Unis vont devoir travailler avec l'Espagne pour communiquer avec le Japon. En même temps, l'Espagne doit aussi communiquer avec la Suisse qui doit transmettre toutes les informations aux pays alliés, ce qui fait des réseaux de communication qui sont très complexes. Donc, pour donner un exemple, chaque message passe du gouvernement américain à l'ambassade suisse à Washington, qui va le transmettre ensuite à Berne pour qu'il l'envoie à son ambassade à Tokyo. Le département des Affaires étrangères japonais envoie ensuite sa réponse à l'ambassade espagnole, qui va le retransmettre à son tour à sa contrepartie aux États-Unis. Finalement, le consul espagnol va transmettre sa réponse au Japon, au gouvernement américain. À ce système complexe va s'ajouter aussi des multiples échanges entre l'Espagne et la Suisse qui doivent communiquer entre elles pour préciser tous les détails des échanges de prisonniers envisagés. Pourquoi mentionner tout cela? C'est que lorsque le Canada était représenté par la Grande-Bretagne, il n'a jamais dû à gérer à ces différents réseaux de communication. En d'autres mots, la Grande-Bretagne se chargeait de tout. Mais en choisissant de se ranger derrière les États-Unis et par le fait même d'être plus actif sur le dossier, le Canada va être exposé à ces réseaux et va être forcé, entre guillemets, à y participer. Ainsi, travailler sur ces réseaux de communication et échanger des informations avec le Japon va constituer le gros des activités du Canada durant toute la période d'octobre 1942 à mars-avril 1943. Évidemment, en contrepartie, le Canada va aussi continuer ses politiques d'internement des Issei et des Nisei sur son territoire. De fait, l'internement des Canadiens d'origine japonaise va servir indirectement aux négociations avec le Japon. Dès la fin avril 1943, le gouvernement canadien va préparer la visite des consuls espagnols dans les camps d'internement des Japonais à Vancouver. À l'orée de cette visite, le consul général montréalais, Pedro E. Schwartz, va s'interroger sur plusieurs éléments de la politique canadienne quant à l'internement de ses citoyens d'origine japonaise. Les questions qu'il pose vont venir directement du gouvernement japonais. Donc, par exemple, il va s'enquérir de la vente forcée des propriétés japonaises lors de la mise en internement des Issei et des Nisei. Et il va souligner au passage que le gouvernement japonais va condamner cette politique. Selon Schwartz, Tokyo va blâmer le Canada d'avoir agi sans avoir consulté la Suisse au sujet de ses ventes. Dans le cadre des négociations, le gouvernement canadien veut se présenter comme un joueur actif et à jour sur le terrain dans le but de forcer le Japon à faire de même. Donc, en effet, à ce moment, si le Japon va commencer à envoyer plus d'informations au Canada, il va rester généralement en retard dans sa communication et très réticent aussi à donner plus d'informations. Donc, pour le gouvernement canadien, il était important de jouer le jeu d'être à la fois ferme, mais compréhensif envers Tokyo.
Ainsi, pour expliquer le manque d'informations, le Canada va blâmer des démarches administratifs capable of being remedied and not a matter of deliberate Japanese policy. Par le fait même, on va remarquer qu'Ottawa va renforcer son ton contre la Grande-Bretagne. Dans un message qu'il va envoyer au commissaire canadien à Londres, il demande de mettre plus de pression sur le Bureau des affaires étrangères britannique. En effet, Ottawa va se plaindre de ne pas avoir toujours été mis au courant des informations que Londres reçoit de la part du Japon, en l'accusant de mettre ses propres intérêts devant ceux du Commonwealth. Donc, on pourrait conclure que le Canada ne veut pas faire une répétition du scénario australien en l'automne 1942. En mai 1943, le gouvernement canadien va charger son ministère du Travail à compléter la liste des Canadiens d'origine japonaise détenus dans les camps. À l'époque, le ministère gère la mobilisation et la gestion de la main-d'œuvre dans tout le pays, y compris celle de prisonniers de guerre et des internés. Le ministère du Travail est donc le mieux placé pour faire la liste d'internés. Ainsi, il y a une première liste de Japonais internés dans la province du Manitoba qui va être envoyée à Ottawa le 31 mai 1943. Elle va contenir les noms des internés, leur numéro d'enregistrement, leur adresse dans le camp et leur adresse avant l'internement. On va indiquer également les liens familiaux des individus en précisant si leurs enfants sont nés au Canada ou à l'étranger. Cette première liste est envoyée au consulat espagnol le 3 juin 1943, qui va le transmettre ensuite au Japon. En appliquant le principe de réciprocité en juillet 1943, Tokyo va répondre au Canada en lui envoyant des noms des militaires canadiens décédés durant leur emprisonnement depuis le début de la guerre. Ottawa, à son tour, va se déclarer definitely encouraged par ce progrès dans les récentes discussions avec Ottawa et envoie à Tokyo la seconde liste, cette fois-ci en précisant le nom des Japonais internés à Ottawa, en Alberta. Finalement, quelques jours avant le second échange convenu avec les États-Unis, Ottawa va envoyer la liste des Canadiens d'origine japonaise détenus en Ontario. C'est le 17 août 1943 que Schwartz va envoyer l'itinéraire détaillé du Te Amalo, dans le fond, le navire qui va se charger de faire l'échange. Le document va aussi donner la description détaillée du navire afin d'éviter qu'il soit attaqué en mer. L'itinéraire est approuvé le 2 septembre par la marine canadienne. Toutefois, le second échange des internés va devenir véritablement officiel qu'à la mi-septembre, quelques jours après le départ du MS Grimshaw. À cet effet, le 16 septembre 3, Schwartz va aviser le gouvernement canadien que le Te Amalo a quitté le port de Yokohama 2 jours avant. L'échange physique de prisonniers devrait se faire en Inde, dans le port de Mormugao, qui fait alors une colonie portugaise. Le navire japonais va y rencontrer la MS Grimshaw et procéder à l'échange. Les Canadiens de Hong Kong vont apprendre la nouvelle de leur rapatriement en août 1943 et ensuite confirmé par Rudolf Zingeld, le délégué de la Croix-Rouge. Le Te Amalo va arriver à Hong Kong le 22 septembre avec quelques internés en provenance de Shanghai. Les 63 Canadiens restants à Stanley Camp vont tous embarquer sur le navire le soir même. Et finalement, ils vont arriver à New York le 1er décembre 1943 et prennent le train pour Montréal le lendemain. Pour eux, la guerre va être terminée pour de bon. Donc, en conclusion, on remarque vraiment que le rapatriement des internés canadiens de Hong Kong est devenu possible à la suite des discussions américano-japonaises et du ralliement du Canada derrière son voisin du Sud. Ça n'a pas été un processus facile. Pour réussir, le Canada a dû s'émanciper de son allié traditionnel, la Grande-Bretagne, et réévaluer son approche diplomatique envers la guerre en Asie. Le gouvernement canadien aurait pu suivre l'exemple de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande et laisser Londres gérer les négociations diplomatiques avec le Japon. Toutefois, en réalisant que les intérêts britanniques sont contraires aux siens, Ottawa a modifié sa stratégie en choisissant un nouveau représentant diplomatique. Suivre les États-Unis a permis au Canada d'éviter de négocier lui-même la plupart des modalités de rapatriement. Cependant, les négociations ont été un moment d'action où le gouvernement canadien a fait des efforts concrets pour faire rapatrier ses citoyens. En d'autres mots, le Canada n'a pas suivi aveuglément les États-Unis en utilisant ses propres citoyens d'origine japonaise comme monnaie d'échange. Ottawa a assuré le retour des Canadiens internés à Hong Kong. Donc là-dessus, je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Merci, Julien. Super intéressant et très bien présenté. Maintenant, c'est le tour de Meshach Eliezer Mbani. Donc, à toi, Meshach. OK, merci pour m'avoir accordé la parole. Eh bien, c'est un grand plaisir pour moi en ce jour de vous présenter les résultats de mes recherches. Mais avant tout propos, permettez-moi de dire un grand merci aux organisateurs de ce colloque qui ont porté leur choix sur ma modeste personne. Le titre de ma communication s'intitule « La commune mixte de Brazzaville de 1911 à 1955 ». L'histoire de la commune mixte de Brazzaville commence véritablement en 1911. En effet, la commune pendant la période coloniale avait sa propre spécificité. Le régime municipal était diversifié, avec la commune mixte distincte de la commune de moyen exercice, elle-même différente de la commune de plein exercice. Cette diversification traduisait, sinon la volonté de l'administration coloniale de faire de la commune un lieu d'apprentissage à la gestion de la chose locale,
du moins son refus de favoriser la promotion de la commune. Cette ville fut alors érigée en commune mixte d'après l'arrêté du gouverneur général Martial Merlin du 5 octobre 1911. La commune mixte avait à cet effet pour organe de gestion la commission municipale composée d'un administrateur maire nommé et de membres nommés ou élus. L'objectif de notre communication dans une perspective historique tend à étudier dans un contexte colonial congolais l'instauration de la commune mixte de la ville de Brazzaville. Le plan de notre communication se scinde en 3 parties. Nous allons d'abord débuter avec la genèse de la commune mixte, tout en cherchant à savoir l'origine de la commune mixte, ce que l'on entend par commune mixte et pour quel objectif elle a été créée. En deuxième lieu, nous allons essayer de montrer son expansion en Afrique subsaharienne, dite aussi Afrique noire. Et enfin, nous parlerons de la commune mixte de Brazzaville. Commençons donc avec la jeunesse de la commune mixte. D'après Christine Mussard, l'acte de naissance de la commune mixte remonte à l'année 1868. Elle précise en substance que la commune mixte est une entité administrative fondée en 1968, alors que l'Algérie est principalement gérée par l'administration militaire. Sa morphologie et son organisation sont définies par l'arrêté du 20 mai 1868. La commune mixte peut se définir comme une agrégation de territoires formant en vertu d'un arrêté du gouverneur général une circonscription politique administrative qui a le caractère de personnes civiles. La commune mixte était par nature une entité administrative dans la mesure où elle devait préparer les populations dites indigènes à la vie municipale dans des communes de plein exercice, le cadre ultérieur. La raison avancée était que les populations indigènes n'étaient capables de s'administrer seules. On tient à faire remarquer aussi que la création de la commune mixte s'inscrivait dans le contexte de l'expérimentation coloniale. En d'autres termes, comme l'écrit Christine Mussard, cette institution originale est une nouvelle forme de commune parmi toutes celles qui voient le jour dans un contexte d'expérimentation. Passons maintenant à la deuxième partie de notre communication en posant la question suivante. Comment la commune mixte s'est-elle exportée en Afrique subsaharienne? À cette question, nous pouvons retenir que la commune mixte s'est d'abord exportée en Afrique occidentale française, plus précisément au Sénégal. En effet, les communes mixtes ont d'abord été créées au Sénégal en 1904. Ainsi, les toutes premières communes mixtes sont Thiers, Louga, Tivoine et Foudien. S'en suivront les communes mixtes de Ziguinchor, Kaolack, Fatick et Djourboul, créées en 1917. En 1925, vont être créées les communes mixtes de Kébémer, Kobol et Méké. Enfin, en 1926, sont créées les communes mixtes de Bombay, Gossas et Mbour. Par conséquent, au Sénégal, les communes mixtes se sont développées entre 1904 et 1926. Après le Sénégal, les communes mixtes vont être créées en Afrique occidentale française. En effet, en Afrique équatoriale française, les communes mixtes ont été fondées en vertu du décret du 14 mars 1911 portant institution des communes mixtes en AEF. Il faut signifier que les toutes premières communes mixtes vont être créées en 1920. Il s'agit des communes mixtes de Brazzaville en République du Congo, de Libreville au Gabon et en Bangui en Centrafrique. S'en suivra la commune mixte de Fort-Lamy, actuellement Djamena au Tchad, en 1919. S'ajouteront à partir de 1936 les communes mixtes de Port-Gentil au Gabon et de Pointe-Noire, qui est la capitale économique de la République du Congo. Retenons que de toutes ces communes mixtes, ce sont les réorganisations administratives
qui vont permettre leur augmentation en nombre. Entrons enfin dans la troisième partie de notre communication. Comme nous l'avons indiqué plus haut, c'est l'arrêté du gouverneur général Marcel Merlin du 5 octobre 1911 qui créa la commune mixte de Brazzaville. En effet, ce texte, en son article 1er, fit de la ville de Brazzaville une circonscription et autonome du Moyen-Congo. Son troisième article stipule que la commune mixte de Brazzaville sera administrée par le fonctionnaire du corps des administrateurs des colonies, chef de la circonscription, qui prendra le titre d'administrateur maire et sera assisté par une commission municipale. La commission municipale elle-même comprendra, outre l'administrateur maire, 4 membres choisis par les notables français, fonctionnaires ou habitants la commune, âgés de 25 ans au moins et jouissant de leurs droits civils et politiques. Le 4e article précise que les membres de la commission municipale sont nommés, remplacés ou revoqués par arrêté du lieutenant-gouverneur. Cette commission se réunissait 2 fois par an, en mai et en octobre de chaque année, sur convocation du maire et se prononçait sur les affaires municipales comme une assemblée délibérative. Ainsi, la commission municipale de la ville de Brazzaville était représentée en 1931 de la manière suivante, comme nous pouvons le constater dans ce tableau. Nous avons les membres titulaires, les membres suppléants européens, les membres titulaires indigènes. Nous avons un membre titulaire indigène. Nous avons un membre suppléant indigène. Par ailleurs, tout au long de cette période de commune mixte, la ville de Brazzaville sera érigée en circonscription administrative autonome de la région du Moyen-Congo le 26 avril 1936. En effet, en devenant une circonscription administrative autonome, Brazzaville va être dotée d'un tribunal indigène du 2e degré, présidé par l'administrateur maire, et d'un tribunal du 1er degré, présidé par son adjoint. Cependant, par décret du 29 juillet 1942 de la France libre, 2 communes indigènes vont être créées. Il s'agira des communes indigènes de Bakongo et Potopoto qui seront gérées par un corps municipal de 2 membres, dont un président nommé par les notables et par le gouverneur du territoire. Enfin, pour conclure, nous pouvons saisir que l'arrêté du 11 octobre 1911 qui créa la commune mixte de Brazzaville, Cette entité administrative était par nature temporaire dans la mesure où elle devait préparer les populations dites indigènes à la vie municipale dans 2 communes de plein exercice, le cadre ultérieur. La raison à avancer était que les populations indigènes n'étaient capables de s'administrer seules. Par conséquent, de cette période de commune mixte, Brazzaville sera érigée en circonscription administrative autonome et 2 communes indigènes vont naître d'elle. Merci pour m'avoir prêté votre attention. J'en ai fini. Merci, Meshach. Intéressant. Bon, ça va être au tour de Amy Bois de présenter. Donc, je te cède la parole. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Merci à l'équipe du colloque Jean-Marie Fecteau pour cette super édition, super intéressante. Merci aussi à mes collègues qui ont présenté avant moi et bravo pour vos communications. La mienne sera très, très différente. Hein? On est quand même très, très différents de façon géographique. Et là, ben moi, c'est dans la vallée laurentienne. Alors, vous voyez, mon nom, c'est Amy Bois et dans le cadre de mon mémoire, j'étudie une pratique de gestion seigneuriale, soit la pratique des papiers terriers. L'objectif de ma recherche, c'est d'analyser la mise en place et l'évolution de cette pratique à l'échelle de la vallée du Saint-Laurent entre le 17e et le 19e siècle pour, à la fin de mon mémoire, être à même d'offrir un regard plus globalisant sur la gestion seigneuriale laurentienne, mais aussi pour offrir une temporalité quant à l'établissement de cette pratique de gestion.
Donc, voici le plan de ma présentation d'aujourd'hui. Petite introduction sur la seigneurie très rapide. Ensuite, je vais parler de mon objet de recherche, les papiers terriers. Je ferai un petit survol bref de méthodologie et je m'attarderai finalement aux résultats initiaux de ma recherche. Alors, la seigneurie, le régime seigneurial. Donc, de son implantation au 17e siècle à son abolition officielle en 1854, le régime seigneurial a touché jusqu'au milieu du 19e siècle de 75 à 80% de la population de la vallée du Saint-Laurent. Pourtant, parmi les premières institutions françaises à être transposées en Nouvelle-France, le régime seigneurial est un mode institutionnel de distribution et d'occupation des terres. Ayant perdu ses caractéristiques politiques et économiques issues de l'époque féodale, la seigneurie constitue principalement, à l'époque de son implantation sur le territoire laurentien, donc au 17e siècle, une réalité administrative et foncière, donnant aux seigneurs propriétaires certains droits et encadrant la vie au sein de l'espace rural. Désireux de prendre censive au sein d'une seigneurie, les censitaires et leurs familles vont donc s'établir sur une portion de terre délimitée préalablement qu'on appelle la censive, moyennant des redevances annuelles ou casuelles au seigneur qui, pour sa part, va jouir de droits onéreux et honorifiques. Jetant les bases de rapports étroits et individuels entre ces deux parties, les droits et les redevances, de même que l'accès à la terre seigneuriale, vont être régis par des actes notariés et juridiques comme le sont les papiers terriers. Donc, avant de passer au papier terrier, j'aimerais simplement vous offrir un petit aperçu géographique de ce à quoi ressemblait là, le territoire laurentien, le territoire seigneurial laurentien. Donc, on voit ici en 1663 et en 1745 l'occupation de la vallée du Saint-Laurent. C'est frappant, donc, entre ces deux années-là, entre 63 et 1745, combien de seigneuries s'ajoutent. Donc, en 1745, le territoire seigneurial est pratiquement fixé. On va compter à ce moment-là environ 180 seigneuries. Quelques autres seigneuries vont être concédées par la suite jusqu'à ce qu'à la fin du régime français, on atteigne 250 seigneuries dans la vallée laurentienne en tout et pour tout. Donc, l'adage « nul terre sans seigneur » va s'appliquer. Toutes ces seigneuries sont possédées par un seigneur qui est lui-même vassal du roi de France. Et il y avait aussi dans les villes de Trois-Rivières, surtout, et de Québec, ce qu'on appelle les censives du roi, où le roi va être seigneur des lieux lui-même sans le recours aux intermédiaires que sont habituellement les seigneurs. J'aimerais ajouter, avant qu'on passe au terrier, que sur la carte de 1745, on voit deux types de seigneurs. Deux types de seigneurs ont investi l'espace rural, donc les seigneurs laïcs et les seigneurs ecclésiastiques, et je vais y revenir dans quelques instants. Donc, vous vous en doutez, la gestion et le développement d'une seigneurie, ça implique le recours à des outils de gestion par les seigneurs, donc des outils de gestion comme les papiers terriers. Et là, la question que vous vous posez sans doute tous et toutes, c'est qu'est-ce que c'est un papier terrier? C'est une bonne question. Donc, un papier terrier, eh bien, vous voyez ici une petite citation. Donc, ce sont des documents qui rassemblent les déclarations et reconnaissances des censitaires relatives à leur possession foncière dans un fief et aux charges et redevances envers le seigneur, donc tiré de l'article d'Alain Laberge dans la Revue d'histoire de l'Amérique française en 1991. Alain Laberge, qui est mon directeur de recherche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Donc, le terrier va vraiment donner de l'information sur d'abord, l'identité du censitaire, la situation, les dimensions et les bornes de la censive déclarée, la provenance de la propriété, une référence au titre de concession originale et le montant des censérentes. Donc, vous comprenez que l'utilité du terrier pour la gestion administrative des seigneuries est incontestable. Si au début du peuplement de la seigneurie, donc en période pionnière, le seigneur est en mesure de bien gérer sa seigneurie sans se doter de tels outils, bien les terriers vont devenir rapidement indispensables alors que la seigneurie devient de plus en plus peuplée et qu'apparaît la nécessité de la développer. Donc, surtout à la fin du 18e siècle et à la fin du 18e, mais surtout au 19e siècle. Donc, la développer, on pense en construisant des infrastructures de services comme des routes, un moulin, des moulins et une chapelle, etc. Donc, d'un point de vue administratif, là, le seigneur peut faire rapidement, grâce au papier terrier, le point sur l'identité de ses débiteurs et les montants auxquels il a droit. Donc, vous voyez ici deux exemples de papier terrier. Là, de papier terrier, je parle de feuilles dans le papier terrier parce que les papiers terriers, c'est quand même assez épais, plusieurs volumes souvent. Donc, vous voyez ici le papier terrier de la seigneurie de Sillery en décembre 1753 et le papier terrier, donc une partie, là, une feuille dans le papier de la seigneurie Notre-Dame-des-Anges en 1833, deux seigneuries qui appartenaient aux Jésuites. Donc, vous voyez que la forme du papier terrier peut changer selon le notaire qui le confectionne, mais le contenu va rester grosso modo toujours le même.
Donc, si le terrier, c'est évidemment une grande utilité pour les seigneurs, c'est quand même un outil qui a ses limites. Hein? C'est un outil qui peut être rapidement dépassé, puisque les mutations de la propriété foncière à l'intérieur de la seigneurie vont modifier sans cesse les informations que le terrier va contenir. Donc, si on fait un terrier 30 ans après, on vous demande la réfection du terrier, et bien là, en 30 ans, il y a des choses qui ont changé dans la seigneurie, des sensibles qui se sont ajoutés, donc plein de familles qui se sont établies. Donc, le terrier va être un outil dépassé lorsque va advenir des mutations foncières dans la seigneurie. Donc, considérant la procédure, puisque là, je ne vous ai pas encore fait part de la procédure, mais la procédure qui encadre la confection d'un terrier est assez fastidieuse et coûteuse. Un seigneur ne peut pas faire la mise à jour du terrier quand il le veut et de façon spontanée ou de façon un peu n'importe comment. Donc, il y a vraiment une procédure qui encadre cette confection. Et donc, la confection d'un terrier, bien, c'est une procédure qui est codifiée par les feudistes, qui sont les spécialistes du droit féodal et les théoriciens de la pratique des terriers. Puis, c'est une pratique aussi qui est encadrée par les autorités coloniales, tant sous le régime français que sous le régime britannique. Donc, ce sont les autorités coloniales qui vont permettre la confection d'un terrier par l'émission d'une ordonnance ou d'une lettre à terrier. En effet, comme le note André Larose en 2016, dans Nouveau regard en histoire seigneuriale au Québec, la confection d'un terrier est un geste public pour lequel le seigneur veut contraindre ses censitaires à se soumettre et à le faire non pas devant n'importe quel notaire, mais bien devant celui qui aura été désigné comme commissaire à terrier. Donc, dans cette citation-là, il y a deux passages, je crois, qui sont importants à retenir. D'abord, contraindre les censitaires. La confection d'un terrier va impliquer un contrôle du seigneur, une dimension de contrôle ici. Donc, les censitaires sont dans l'obligation de présenter leur titre au notaire qui aura été choisi par le seigneur. Et le commissaire, donc le deuxième passage, commissaire à terrier, donc le notaire qui, tout comme les seigneurs, les notaires sont des acteurs centraux dans le cadre de ma recherche. La pratique des terriers est indissociable du notariat et de l'évolution des pratiques notariales. De plus, j'aimerais ajouter que si le seigneur peut choisir le notaire qui va confectionner son terrier, c'est quand même aux autorités coloniales que va revenir le dernier mot. Donc, par l'entremise du tribunal, les autorités vont se charger de désigner le commissaire à terrier et de lui permettre donc de recevoir les déclarations des censitaires. Donc là, j'ai parlé de dimension de contrôle d'une part, de contrôle de l'espace seigneurial, le contrôle de l'espace seigneurial à l'échelle de la seigneurie, mais il y a aussi une dimension de contrôle de l'espace seigneurial à l'échelle laurentienne. Je l'ai mentionné rapidement, donc deux types de documents peuvent permettre au seigneur d'entreprendre la confection d'un terrier, une ordonnance de l'intendant sous le régime français ou une lettre de terrier délivrée par les autorités coloniales. On en retrouve autant sous le régime français que sous le régime britannique. Sans l'émission de ces sans l'émission d'un de ces deux documents-là, le terrier n'a pas de valeur légale et le censitaire n'est pas dans l'obligation de présenter ses titres au notaire qui a été choisi par le seigneur. Autrement dit, les papiers terriers, vous l'avez compris, se distinguent par leur mode d'élaboration et leur caractère juridique et légal. Maintenant, survol méthodologique. Donc, dans le cadre de ma recherche, je bénéficie d'un large répertoire lié à la propriété foncière seigneuriale laurentienne, répertoire qui a été constitué pendant près d'une dizaine d'années par de nombreux chercheurs et notamment par M. Rénal Delessard, qui est historien et archiviste à la BANQ de Québec. Bien sûr, j'ai dû modifier un peu cette base de données, ce large inventaire, puisque mes objectifs de recherche ont entré en compte. Là, vous avez un aperçu ici. Donc, j'ai retiré tous les documents qui ont été réalisés après 1854 et je me suis vraiment attardée aux documents qui ont été réalisés pour la gestion de la seigneurie et non pas pour la gestion de l'espace laurentien à l'échelle de la vallée laurentienne. Par exemple, les aveux d'énombrement ne sont pas dans mon corpus. Donc, mon corpus actuel comprend 365 documents qui touchent à la propriété foncière laurentienne. Dans le cadre de mes recherches, je m'intéresse vraiment au contexte et caractéristiques formelles de ce corpus de papier terrier à l'échelle de la vallée du Saint-Laurent entre 1632 et 1854. Et pour ce faire, je procède à une analyse croisée de données de divers types, donc nominatives, chiffrées, spatiales, chronologiques. Donc, autrement dit, là, je ne m'intéresse pas au contenu même des terriers parce que, bon, si c'était le cas, je devrais m'arrêter à un seul terrier. Là, j'en ai 365. C'est vraiment sur le temps long, c'est vraiment l'étude de cette pratique qui m'intéresse beaucoup plus. Les hypothèses de ma recherche, les principales du moins,
Donc, d'abord, bien que les terriers aient été constitués, bien que certains terriers aient été constitués au 17e siècle et au début du 18e siècle, la pratique des terriers s'implante véritablement sur le territoire laurentien qu'à partir de la deuxième moitié du 18e siècle et surtout au 19e siècle, alors que les seigneuries deviennent de plus en plus peuplées et que la propriété seigneuriale devient de plus en plus restrictive. Deuxièmement, la confection d'un terrier est intimement liée à l'identité des seigneurs et à l'état de développement et de peuplement de la seigneurie pour lequel le document est réalisé. L'achat ou la vente d'une seigneurie est également un incitatif majeur quant à la confection de ces outils-là. Et pour terminer, à l'instar des feudistes, spécialistes du droit féodal, théoriciens de la pratique des terriers, il y avait au Canada des notaires spécialistes de la pratique des terriers. Donc, j'en suis maintenant à vous présenter les résultats initiaux de ma recherche. Comme je vous l'ai mentionné, mon corpus comprend 365 documents liés à la gestion seigneuriale. Parmi ces documents-là, on retrouve 46,58% qui sont des papiers terriers. Donc, papier terrier sans distinction. Donc, dans mon corpus, j'ai des papiers terriers accompagnés d'une lettre de terrier, comme on l'a vu précédemment. Des papiers terriers accompagnés d'une ordonnance qui a été publiée par un intendant qui permet la confection d'un terrier pour le seigneur de sa seigneurie, et des terriers orphelins, donc c'est-à-dire qui ont été retrouvés sans lettre de terrier qui les accompagne ou sans ordonnance qui les légitimise. On a aussi 27,67% qui sont des lettres de terrier retrouvées seules, donc c'est-à-dire qu'il n'y a aucun terrier qui a pu être rapproché avec ces lettres de terrier-là. Et quand même, 101 documents, c'est un grand mystère pour l'instant. Si vous avez des questions par rapport à ça, je serais très ouverte à vous répondre. J'ai quelques hypothèses déjà par rapport à ces 101 documents-là mystérieux. Donc, comme on l'a vu précédemment, là, ces lettres de terrier-là font référence donc aux documents qui sont émis par les autorités coloniales, un peu comme les ordonnances, mais je les inclus dans mon corpus puisque ça fait partie donc de la pratique. On a aussi d'autres documents, donc les censés, les titres nouvelles. Mon corpus comprend donc 13,15% de censés et 7,40% de titres nouvelles. Ce sont deux documents qui sont des outils de gestion au même titre que les terriers et qui ont été utilisés afin de gérer les seigneuries. Donc, c'est vraiment ce que je remarque dans mon étude, c'est vraiment que les terriers ont été utilisés en combinaison avec d'autres outils de gestion pour vraiment établir une stratégie de gestion à l'échelle de la seigneurie, qui va être variable selon l'identité des seigneurs, évidemment. Donc, peut-être juste pour vous donner une idée de c'est quoi un censé, ça n'a pas de valeur juridique ni légale. Donc, un censé, c'est un registre qui comprend la nomenclature des censés d'un fief et des droits et qui y sont rattachés. Donc, c'est un outil qui prend la forme d'une liste de censitaires, alors qu'un titre nouvelle, c'est un acte notarié qui constitue une déclaration de reconnaissance seigneuriale de la part d'un censitaire. Donc, le titre nouvelle a une valeur juridique et va vraiment être utilisé surtout au 19e siècle. En plus d'avoir classé mes documents par type, je les ai classés par type de seigneur. Donc, je l'ai mentionné tantôt, deux types de seigneurs ont investi l'espace rural, laïque et ecclésiastique. Donc, comme vous le voyez ici, 65% des documents de mon corpus ont été produits par des seigneurs laïques, donc ça équivaut à 237 documents. 12% ont été produits par des seigneurs ecclésiastiques, 43 documents. 8% ont été produits pour des seigneuries qui appartiennent à la couronne, donc que ce soit française ou britannique, c'est ce qui équivaut à 29 documents au total. Et 56 documents de mon corpus n'identifiaient pas le nom du seigneur. Donc, je suis en train justement là, de rapiécer un peu tout ça, de retrouver le nom des seigneurs qui les ont avec l'année de confection, on est capable de retrouver. Donc, l'identité du seigneur, c'est assez facile. Mais c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Au cours des prochaines semaines, je vais avoir bien sûr l'occasion d'affirmer ou confirmer mes hypothèses. Je vais entrer en rédaction et je vais passer à l'analyse plus fine de mes données. Mais jusqu'à maintenant, mes recherches confirment les hypothèses selon laquelle la pratique des terriers s'est véritablement implantée sur le territoire laurentien à partir de la deuxième moitié du 18e siècle et surtout au 19e siècle. Donc, au 17e siècle, il y a eu une utilisation relativement ponctuelle et plutôt rare des terriers. Au 18e siècle, un plus grand nombre de seigneurs en demandent la confection et surtout dans le dernier quart du 18e. Puis finalement, au 19e, la pratique va s'implanter. Autrement dit, 6% des terriers ont été confectionnés avant 1763, ce qui est vraiment peu, et 94% des terriers ont été confectionnés après 1763 et surtout entre 1792 et 1854.
une de mes hypothèses de départ, c'était que la confection du papier terrier général de la colonie en 1723, commençant en 1723, aurait incité les seigneurs à se doter de papier terrier, donc sous le régime français. Mais finalement, on fait bien que, ben non, c'est vraiment sous le régime britannique que sont constitués les papiers terriers à 94%. Pour les incitatifs de production, il ne va pas me rester grand temps, j'ai oublié de partir mon chronomètre, mais j'ai déjà plusieurs idées. Je pourrais développer dans les questions, mais bon, l'identité du seigneur, évidemment, ça joue. L'état de développement et de peuplement du fief au moment de la confection du terrier va évidemment jouer. L'achat ou la vente d'une seigneurie va jouer. Et j'ai pu faire les études de cas de 4 seigneuries spécifiques pour le remarquer. Je vais continuer mes études de cas, évidemment. Donc, au sein des seigneuries ecclésiastiques, les seigneurs vont se doter plus rapidement d'outils pour administrer leur fief. Pour ce qui est des seigneuries laïques, c'est vraiment l'incitatif de production va vraiment être la vente ou l'achat ou le niveau de développement, de peuplement de la seigneurie. Donc, je vais m'arrêter ici. J'ai sûrement dépassé mon temps, mais je vous remercie pour votre écoute et j'espère que vos questions seront nombreuses. Super, c'était super intéressant. Un sujet qui est moins... un petit peu moins travaillé dans l'histoire québécoise, donc c'est important de défricher certains sujets comme ça. Donc, on a plusieurs questions. Est-ce que, Kathleen, tu veux en faire quelques-unes? Oui, c'est bon, je peux m'en parfait. occuper. Donc, on en a du public, évidemment. Nos panélistes, si vous avez des questions à poser à un autre copanéliste, vous pouvez toujours aussi le faire en levant la main ou juste en nous l'indiquant rapidement. Donc, première question. Pour Julien. Donc, est-ce que cette décision indépendante du Canada de procéder à l'échange des prisonniers sans l'intervention du Royaume-Uni a eu une influence dans la perception et les relations interétatiques entre les différents dominions, puisque l'Australie a laissé le Royaume-Uni gérer les relations internationales à la fin de la guerre ou après celle-ci? Question de Marie-Pierre Berthelet. Oui, c'est une très bonne question, mais une question qui est un peu difficile à répondre. L'historiographie, présentement, a vraiment pas étudié cet aspect-là de la Deuxième Guerre mondiale, ce qui est quand même un peu curieux, considérant que la Deuxième Guerre mondiale est le sujet historique le plus étudié au monde. Donc, selon mes propres sources, j'ai pas remarqué qu'il y avait nécessairement une communication à la base entre le Canada et l'Australie sur ces questions-là. C'est sûr qu'il y a une connexion qui a été faite par rapport à la dissociation de l'Australie en 1942 et la prise de position du Canada par après, mais j'ai pas eu nécessairement de communication directe entre les deux pour confirmer tout cela. Donc, une autre question de Marie-Pierre. Donc, le fait d'être censitaire n'était pas déjà en soi une contrainte en tant que locataire. Donc, si je comprends bien, le terrier agit donc comme une contrainte, désolé, supplémentaire. Est-ce possible de développer un petit peu plus là-dessus? Donc, une question évidemment pour Émilie. Oui, ouais. Ben, en fait, c'est une super bonne question. Effectivement, puisque ça a une dimension de contrôle, le terrier contrôle vraiment, en plus que c'est fait aux frais des censitaires. Donc, effectivement, c'est une contrainte de plus pour le censitaire lorsque va être confectionné le terrier. Donc, effectivement, c'est une contrainte de plus, mais j'aimerais dire que c'est très rare où, en fait, dans une seigneurie où, à la fin du régime seigneurial, il n'y a pas eu de terriers qui ont été confectionnés. Donc, c'est une contrainte qui est partagée quand même par l'ensemble des censitaires de la vallée du Saint-Laurent à un moment ou à un autre, mais il est certain que dans les seigneuries ecclésiastiques, par exemple, où la gestion est plus développée précocement, eh bien, peut-être que oui, il y avait encore plus de restrictions si on habitait là, mais en même temps, on profitait de plus de services. Donc, c'est vraiment à voir tout ça. Merci, Émilie. Donc, une autre question en fait pour toi. Pourquoi y a-t-il tant de lait de terrier seul? Donc, les lettres de terrier seul, en ce moment, c'est vraiment là-dessus que je me penche. Donc, lettres de terrier seul, en fait, ça peut expliquer tous les terriers qui, faudrait que je fasse des rapprochements, tous les terriers qui ont été orphelins. Donc, j'ai pas vu encore les lettres de terrier seul qui pourraient se rattacher aux terriers orphelins, parce qu'il y a quand même beaucoup de terriers orphelins aussi. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas pu faire de rapprochement puisque les données me l'ont pas permis encore. Mais il y a aussi, j'ai trouvé récemment, et là, c'est pour ça que ça commence à mijoter de plus en plus intensément dans mon cerveau, mais les titres nouvelles
les seigneurs devaient demander l'émission de lettres de terrier pour les titres nouvelles. Donc, les titres de nouvelles ont été répandus, ça n'a pas de sens. On en trouve dans tous les greffes de notaires pour pratiquement l'ensemble des seigneuries au 19e siècle. Donc, ça pourrait vraiment expliquer pourquoi il y a autant de lettres de terrier seules. Je pense pas que dans le cadre de ma maîtrise, je vais vraiment régler le mystère parce que vraiment, les titres nouvelles, c'est pas le sujet de mon mémoire, mais il y aurait vraiment beaucoup à faire sur les titres nouvelles ça pleut dans les archives, les titres nouvelles. Merci beaucoup. Et en fait, la dernière question est encore pour toi, donc de Yves Guillet. Donc, les 170 terriers retracés touchent combien de seigneuries et quelles sont les sources hors ANQ? En retraces-tu dans les fonds privés et précise que ça ne concerne pas les seigneuries ecclésiastiques? C'est une excellente question. Je ne sais pas si je peux partager mon écran. Juste pour montrer une dernière affaire. J'ai skippé ce bout-là. Puisque, en fait, bon, ça a plus ou moins rapport avec la question, mais c'était simplement pour vous montrer que j'ai aussi fait des regroupements par région. Donc, on voit que la plupart des terriers ont été confectionnés pour les seigneuries de la région de Québec. Pour l'instant, ça, c'est encore sur ce quoi je travaille, sur ce dont je travaille. En tout cas, oui, c'est ça. Je travaille là-dessus actuellement. À retracer l'ensemble des seigneuries, dans quelle région exactement, pour quelles seigneuries ont été confectionnés les terriers. Donc, ce que vous voyez ici à l'écran, eh bien, c'est vraiment là, le nombre de papiers terriers qui a été produit pour telle région. Donc, ça ne veut pas dire que 60% des documents, ça équivaut à 60% des seigneuries de la région de Québec. Je ne sais pas si je suis claire là-dessus. Mais bref, je ne sais pas encore combien de seigneuries exactement sont touchées, ni combien de seigneuries par région sont touchées sur 365 documents. Ce que je sais, c'est que 60% des documents concernent la région de Québec, mais là-dessus, les seigneuries ecclésiastiques ils ont beaucoup de documents, beaucoup de terriers. Donc, c'est encore un mystère pour moi. Montréal est encore un mystère pour moi aussi. La région de Montréal, comment ça, il y en a autant peu. J'ai quand même pu, quand j'ai eu ma base ma première année de maîtrise, 80% des documents concernaient la région de Québec. Donc, j'ai quand même pu, avec les archives, augmenter un petit peu Montréal, le portrait de Montréal et de Trois-Rivières. Mais vraiment, Montréal reste un mystère encore. J'explique le fait parce que, bon, les archives privées, effectivement, j'y suis allée, mais pas autant que j'aurais aimé. Bon, pandémie est arrivée aussi. Donc, effectivement, il y aurait sans doute plein de choses à trouver dans les archives privées. Mais je me suis vraiment, ma base de données se concentre vraiment plus sur les archives qui sont dans des fonds publics, dans des griffes de notaires. Mais il y aurait beaucoup de choses dans les archives seigneuriales, les familles seigneuriales à trouver. Merci beaucoup. J'avais peut-être une question pour Méchac, s'il est toujours là. Oui, il est toujours là. Dans le fond, je me demandais si tu avais observé des rapports de force, parce que si j'ai bien compris ce que tu expliquais, dans les membres administrateurs, il y a un français et des locaux. Donc, je me demandais s'il y avait un rapport de force entre français colonisateurs et les membres locaux. Je veux dire non, parce que pendant cette période, vous voyez, ceux qu'on appelait les indigènes étaient sur le contrôle des administrateurs. Donc, tout ce qu'ils faisaient, c'était sur la direction des administrateurs. Donc, le rapport de force, il était illégal. Illégal en ce sens où ce sont les administrateurs qui avaient le mot d'ordre sur les indigènes. Voilà en quelque sorte ma réponse. Merci beaucoup. Je ne sais pas, Jonathan, si tu avais des questions pour nos panélistes aussi. Non, ça a été Amy, elle a bien répondu. J'ai des questions pour Amy. Peut-être rapidement, les seigneurs laïcs, c'était qui exactement? C'était qui? Ah, je suis commutée. En fait, les seigneurs laïcs, ils ont vraiment ce portrait là, très, très général de ce que je vais en faire. Mais bon, on retrouvait beaucoup, bon, au début du peuplement, des seigneurs qui étaient membres de la noblesse de robe ou d'épée, évidemment. Mais dans les régions plus éloignées, là, je pense surtout au Bas-Saint-Laurent, on retrouvait beaucoup de seigneurs d'origine roturière. Donc, c'est vraiment, ça dépend de l'endroit où les seigneuries sont situées. Mais plus on avance dans le temps, plus des seigneurs d'origine roturière vont avoir accès à la propriété seigneuriale.
Ah, merci. Je pense que Kathleen a une question aussi. Je pense pour Julien. J'aurais peut-être une dernière question pour Ok. Julien. Dans le fond, tu expliquais tout ce système d'échange-là entre les différents pays quand le Canada se détourne de la Grande-Bretagne. Première petite question, bon, je sais que l'Espagne est neutre dans la Deuxième Guerre mondiale, donc je me demandais, les relations, est-ce qu'elles étaient quand même bonnes entre le Canada et les alliés avec l'Espagne? Puis une deuxième peut-être question un peu bête, mais quand même, ça devait être long de faire tout ce transfert-là de données d'un pays à l'autre pour gérer la situation avec Hong Kong. Je ne sais pas si tu as des informations à nous partager sur ça. Oui, en fait, pour répondre à la première question, les relations avec le Canada et l'Espagne étaient très cordiales à ce moment-ci. L'Espagne s'était rangée avec le Japon pour des questions idéologiques, l'Espagne frisant le fasciste à l'époque. Et aussi, à cette époque-là, l'Espagne voulait un peu, disons, augmenter sa présence diplomatique vis-à-vis des pays lax en fonction que si jamais, mettons, l'Allemagne, le Japon et l'Italie gagnaient la guerre, ben, l'Espagne serait dans une bonne position diplomatique à ce moment-là. Donc, c'était pas nécessairement, il n'était pas particulièrement hostile envers le Canada, plutôt qu'il était plus favorable avec les pays lax. Et pour répondre à ta deuxième question, oui, les communications étaient quand même, disons, relativement longues. Ça prenait quand même quelques jours pour vraiment tout faire ces allers-retours. J'avais souvent des questions, par exemple, parce que le Canada demandait des questions au Japon et les réponses arrivaient souvent dans les semaines, des semaines par après, parce qu'il fallait, comme je le mentionnais, de repasser sur plusieurs pays. Mais malgré tout, on remarque que ça durait quand même quelques semaines. C'était pas nécessairement les réseaux de communication qui faisaient en sorte que la communication était longue, plus que c'était vraiment le contexte de la guerre en tant que tel. On est en 1943 environ, le contexte de la guerre avance, le Japon est de plus en plus reculé dans ses retranchements et il y a moins de ressources administratives à consacrer pour ces échanges-là. Le Japon a une guerre à gérer, disons. Donc oui, merci beaucoup pour les questions. Oui, merci. Donc, je pense que c'est sur ça qu'on va terminer le colloque Jean-Marie Fecteau, édition 2021 en ligne. On a réussi. On a passé au travers. Donc, on voulait remercier évidemment tous les panélistes qui sont venus parler de leurs sujets qui ont été super intéressants. Chacun d'entre eux était super intéressant. Donc, on va remercier aussi les présidents. Bon, il n'y en avait pas dans ce cas-ci, mais on va les remercier vraiment du fond du cœur. On était super, ils ont été super réceptifs là, dès les premiers instants. Donc, on est très, très contents. On veut remercier aussi nos partenaires, encore une fois, le département d'histoire de l'UQAM, les associations étudiantes du premier cycle d'éthique supérieure en histoire, la FECH et la revue HIS. Donc, est-ce que Kathleen, tu veux dire quelque chose? Moi, j'ai pas mal terminé. Pas mal content, même si c'est en ligne, ça a été un plaisir de le faire. Donc, voilà. Je pense que Jonathan a fait le tour, mais merci à tous, évidemment, sur le panel ici, mais à tout le monde qui a présenté, aux spectateurs aussi qui ont été heureux de se joindre à nous. Merci aussi pour votre collaboration. Je veux dire, en ligne, c'est pas toujours évident. Et par Zoom, on sait que c'est pas aussi chaleureux qu'en personne. Mais merci beaucoup d'avoir partagé, dans le fond, toutes vos recherches et vos savoirs. C'est vraiment plaisant de revivre les colloques étudiants. Tandis que celui de l'année dernière a un peu fini en queue de poisson. Donc, c'est ça. Donc, je pense qu'on peut souhaiter à tout le monde une bonne soirée, une bonne continuité dans toutes vos recherches et vos sessions universitaires.